Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Le gouverneur de Kidal en visite dans sa région depuis mercredi pour préparer le retour de l'administration. Au même moment, pour la cessation des hostilités à Kidal, la CMA et la plateforme ont signé une trêve de 15 jours. Le syndicat national des assurances, banques et établissements financiers a observé cette semaine une grève de 3 jours. La CPI, elle, n'exclut pas d'autres poursuites au Mali. Ce sont les thèmes qui seront abordés dans le forum de la presse de ce soir. Nos invités, Alexis Calambri des Échos, Badou Escoba du Carrefour et Serge Daniel, journaliste indépendant. Je suis Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, beaucoup de thèmes qui seront abordés. Nous allons commencer par cette visite du gouverneur de Kidal, retour de l'administration à Kidal. Le gouverneur de la région, accompagné d'une délégation, est arrivé ce mercredi dans la ville. L'objectif de cette visite est de préparer le retour de l'administration dans la localité. Alexis Calambri, est-ce que vous pensez que l'objectif de cette visite pourra être atteint? Ça dépend, parce que c'est des contextes qui ont été favorables, des contextes favorables qui ont été réunis, qui ont permis que en face, les gens ont lâché du lest pour permettre au gouverneur de se rendre à Kidal. Il vous souviendra que ce n'est pas la première tentative. Donc, oui, si les raisons qui ont fait que la CEMA a autorisé cette visite perdure, peut-être qu'on pourrait avoir un pas supplémentaire, mais ce n'est pas encore acquis. Badou Escoba, est-ce que vous pensez également que cet objectif sera atteint? Moi, je pense que c'est un symbole fort, puisque depuis 2014, l'administration malienne n'est pas présente à Kidal. Depuis 2014, Kidal n'a pas un chef d'exécutif. Donc, le fait que le chef de l'exécutif régional, Mohamed Aguishrach, qui a été nommé par les autorités de Bamako, puisse rentrer à Kidal, prendre langue avec les notabilités de Kidal, loger même sur la Ménocale, je pense que c'est une bonne chose, c'est une grande opportunité. Ça veut dire qu'il y a espoir, ça veut dire que, n'est-ce pas, on est sur le chemin de la paix. Serge Daniel, qui est avec nous au téléphone, nous rejoindra d'un moment à l'autre. Alors, Alexis Calambri, il vient de le dire, le gouverneur de Kidal en visite dans sa propre région, un symbole fort. Vraiment, depuis qu'il a été nommé, il est à Bamako. Le fait qu'il parte à Kidal cette fois-ci, est-ce que ça change quelque chose concernant la mise en œuvre de l'accord de paix? Pas fondamentalement. C'est-à-dire, ce qui change de mon point de vue, la vraie question est de savoir pourquoi c'est tout de suite et aussi vite qu'en face on a lâché du lest. Je pense qu'il faut rapprocher certaines choses. Premièrement, les attaques ou l'affrontement qu'il y a eu lieu entre la CEMA et la plateforme, a amené des accusations d'utilisation d'enfants soldats, d'exactions et les fausses communes qui ont été découvertes. Donc, d'abord, des comportements qui ont mis à mal les soutiens traditionnels plus ou moins supposés ou avoués de la CEMA, et elle était dans une posture où elle était quand même obligée de lâcher du lest. Donc, subitement, on l'a vu dire « nous n'empêchons pas le retour de l'administration ». On l'a vu... donc, je pense que quelque part, c'est une politique. On espère seulement que du côté de l'État, on puisse saisir cette crise qui a créé cette opportunité, faire en sorte qu'on rebondisse là-dessus et tenir la corde tendue. Badou Escoba, est-ce que vous pensez que l'État peut saisir cette opportunité? Bon, l'État peut saisir cette opportunité à condition que l'État prenne ses responsabilités. À mon humble avis, je pense que le fait que la CEMA ait accepté, n'est-ce pas, que le gouverneur puisse se rendre à Kidal, c'est dû au fait qu'après les multiples violations du cessez-le-feu et par la CEMA et par le Gacha et la plateforme, donc les uns et les autres ont fini par mettre de l'eau dans leur vin sous la pression de la communauté internationale. Parce qu'il me semble que la MINUSPA a pesé de tout son poids, le ministre de l'administration territoriale également, donc ils ont pesé de tout leur poids pour convaincre toutes les parties, n'est-ce pas, afin qu'ils renoncent à la violence, afin que l'administration puisse retourner
à Kidal. Et ce retour de l'administration, n'est-ce pas, est un signal fort parce que le porte-parole du gouvernement l'a dit hier soir. M. Konaté a dit hier soir que le gouvernement est sur le point d'investir 2,60 milliards, je pense, pour rétablir l'eau et l'électricité dans la ville de Kidal. Donc, les populations de Kidal ont atrocement souffert de cette crise et je pense que c'est que les deux parties ont compris et c'est pourquoi vraiment ils veulent coûte que coûte vraiment faire en sorte que la paix puisse revenir dans cette partie du pays. Il y a eu beaucoup d'annonces, il y a eu beaucoup de chronogrammes par rapport au retour de l'administration à Kidal. Qu'est-ce qui prouve que cette fois-ci ces engagements seront respectés? Bon, ce qui prouve que ces engagements seront respectés, d'abord le gouverneur a pu se rendre à Kidal. Ensuite, la plateforme et la CEMA ont accepté d'observer une trêve d'au-moins 15 jours. Et ils l'ont accepté, n'est-ce pas, sous la médiation de la MINUSMA. Donc, il y a un témoin important qui est la MINUSMA et je pense qu'ils n'ont d'autre choix que de respecter ces accords. Serge Daniel, vous êtes avec nous. Alors vous, que pensez-vous de cette visite du gouverneur de Kidal dans sa région? Oh, c'est un petit pas, c'est un bon petit pas. C'est un bon petit pas parce que vous savez, le même gouverneur, au mois de mars, avril dernier, il s'était rendu à Kidal pour une campagne de sensibilisation. Et il est arrivé à l'aéroport, il est donc arrivé à la MINUSMA, il voulait se rendre en ville. Et les groupes armés, la CEMA lui a fait dire non, vous n'êtes pas bienvenu ici, vous n'êtes pas le bienvenu ici, monsieur le gouverneur, donc restez là-bas. Et le gouverneur était resté plutôt à la MINUSMA et le lendemain ou le surlendemain, il est revenu à Bamako via Gao. Donc aujourd'hui, il est quand même parti en apparat, il est en tenue officielle. Donc c'est un petit bout de Mali qui s'est rendu à Kidal. Pour moi, c'est le début, tout début, même si c'est timide, de quelque chose qui peut s'apparenter à un début de retour de l'administration. C'est très important pour la photo, c'est très important pour le symbole. C'est une bonne chose, je trouve. Alexis, ils pensent tous les deux que c'est une bonne chose, que c'est un pas vers une avancée dans la mise en œuvre du processus de paix, mais c'est une visite de 3 jours en tout cas qui vise à préparer le retour de l'administration. Alors après toutes ces annonces qui ont été faites, tous ces chronogrammes, on a toujours vu qu'après aux dernières minutes, les chronogrammes n'ont pas pu être mis en œuvre. Est-ce que cette fois-ci, vous pensez que la donne va changer? Mais non, c'est exactement ce que je disais. C'est dit, la symbolique est forte, on en convient, mais on sait que du côté de la CMA, ils sont assez rompus à la politique également. Ils avaient besoin d'ouvrir d'autres soupapes parce que coincés d'autre part, si les raisons qui les ont amenés à permettre cette visite perdurent, peut-être que, et si le gouvernement ne traîne pas, parce que cela aussi est à déplorer, la lenteur du gouvernement, le fait que le processus n'est pas tenu, le fait que les négociations traînent inutilement en longueur, si le gouvernement se ressaisissait, prend au rebond la main tendue et continue sur la lancée, peut-être qu'on pourrait aller plus vite que ça. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, maintenir des troupes, s'occuper des troupes de cette façon, ça leur coûte également. En face, ils sont également fatigués. Comme disait Badou tout de suite, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. C'est l'État qui fournit pendant toute la crise. L'État a continué, il y a des choses qu'on n'a pas dites. L'État a continué pendant longtemps à fournir l'eau et l'électricité. Les populations locales ne le savent pas, mais vous voyez, depuis que ça ne se fait plus, il y a la crise qui se fait ressentir, il y a les gens qui commencent à venir et à solliciter. Ce que je veux dire en définitive, c'est que bon, il faut que ça soit sincère de part et d'autre. Il faut vraiment que ça soit sincère parce que ça va permettre même au processus de révision constitutionnelle de pouvoir redémarrer. Il vous souviendra que le premier grief formulé contre le référendum est que le Mali n'a pas la possession
de son territoire dans sa plénitude. Donc, si ce goulot est levé, déjà, on pourrait avancer certainement. Alors, Serge, si vous nous écoutez, alors, il y a quelques jours, la MINUSMA qui accusait certains groupes armés d'être l'auteur d'exactions et d'avoir des enfants soldats et qu'une enquête est en cours toujours par rapport à cette question. Est-ce que cette visite ne serait pas une stratégie pour faire oublier cette question? Non, non, pas du tout, parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a une mission de l'ONU qui a fait une enquête. Des fosses communes ont été découvertes à Néfis. On a 8 corps. On sait que désormais, il y a 8 personnes au moins qui ont été victimes d'exécutions sommaires. Donc, ce n'est pas du tout la montagne qui va cacher la forêt, ou ce n'est pas une tentative Je pense que les enquêtes vont se poursuivre. En plus, vous savez que le monsieur droit de l'homme de la MINUSMA, c'est quelqu'un de très indépendant, qui ne se laisse pas faire. Donc je ne pense pas que c'est une manière de cacher ce qui s'est passé en effet. C'est très important l'arrivée du gouverneur de Kidal, mais il ne faut pas non plus se dire que voilà, c'est un bon point. Les rebelles, il faut vous dire une chose, ont besoin de l'État. C'est-à-dire que la rébellion n'a pas de projet, c'est-à-dire ils n'ont pas en termes de système de santé, d'éducation, il n'y a pas de programme politique, si vous voulez, pour la région de Kidal, sans une autorité. Alexis disait tout à l'heure, j'ai entendu tout à l'heure que l'État fournissait l'eau, l'électricité. Vous avez vu, par exemple, au dernier Conseil des ministres, il a été dit clairement que pour Kidal, on mobilisait telle somme pour l'électrification, etc. Ils ont besoin de cela. Donc, c'est-à-dire qu'il faut savoir manier le bâton et la carotte pour que la paix revienne. Il y a une volonté, mais ce n'est pas la première fois qu'il y a cette volonté. Il faut des garde-fous pour dire maintenant qu'il y a un chronogramme de retour de l'État, mais en même temps que ça doit coïncider avec le désarmement, ça doit coïncider avec le retour des réfugiés, et de manière concomitante, organiser le retour de l'État. Mais ce qui est intéressant, j'aimerais bien le souligner si vous permettez, c'est que pour une fois, le gouvernement malien se rend compte qu'on n'a pas besoin de mettre la charrue avant les bœufs. Parce que quand on dit le retour de l'État à Kidal, on voit le retour de l'armée à Kidal. Non, l'armée, ça doit être la consécration du processus de la paix, Donc, le fait de dire nous allons ramener les services d'abord avant l'armée, c'est une excellente idée, parce que la notion d'amener l'armée avant l'administration, c'est comme si on allait militariser la zone, et c'est une question sensible. Vous dites que les groupes armés n'ont pas de programme, mais est-ce que l'État également a un programme par rapport à cette mise en œuvre de l'accord de paix? Après cette visite du gouverneur de Kidal, par exemple, quelle sera la suite? Quel est le plan? Alors, ce que je sais, c'est qu'il y a une réunion qui va se tenir demain. On attend le retour du gouverneur pour établir un chronogramme d'activités à mener pour que l'État revienne, pour que la paix revienne, parce qu'en fait, le retour de l'État, c'est la paix. Il y a le processus de DDR qui va commencer. Vous savez qu'il y a un gros problème aujourd'hui, c'est que dans le bataillon, il faut 200 militaires, 200 hommes par groupe. Or, il y a le Gatia qui n'est pas présent à Kidal. Ce que je sais, c'est qu'il y a un processus, une tentative de sortie de crise, une proposition qui est en train d'être faite pour coupler à ce déficit. Dans un premier temps, je pense qu'on va avoir 200 militaires maliens, 200 militaires de la SEMA pour ne serait-ce que commencer l'opération de sécurisation des zones, ce qu'on appelle le MOC, et le reste suivra. Je pense qu'il faut aller à dose homéopathique et non à dose de cheval. Alors, Badou Escobar, avant de donner tout de suite la parole à Alexis, il y a la plateforme qui demandait que le gouverneur, au lieu d'être sécurisé, accueilli par la CMA, soit sécurisé par les éléments du MOC de Barkhane également. Est-ce que cette situation également ne devrait pas être prise en compte dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord? Oui, cette situation devait être prise en compte parce que c'est 3 parties qui ont signé l'accord, le gouvernement, la plateforme et la SEMA. Maintenant, que le gouverneur aille à Kidal et que la sécurité du gouverneur se retrouve entre les mains de la SEMA, je pense que ce n'est pas une très bonne chose. Je pense que c'est le MOC, le mécanisme opérationnel de coordination, qui devrait prendre en charge cette sécurité du gouverneur, parce que le MOC est composé à la fois de la plateforme, de la SEMA et de l'armée régulière. Donc, pourquoi ce n'est pas une bonne chose selon vous? Ce n'est pas une bonne chose parce que tout simplement parce que ça prouve que la SEMA a encore seule la main mise sur la ville de Kidal. Or, dans les accords, il est clairement dit que, en ce qui concerne la ville de Kidal,
si le MOC est présent, donc c'est au MOC de prendre en charge la sécurité et le reste. Maintenant, si la CEMA seule s'occupe de la protection du gouverneur, donc ça peut encore poser d'autres problèmes. Parce que cela prouve que toujours c'est la CEMA qui est en position de force et non la plateforme. Donc ça peut créer des frustrations. Alors, Alexis. Non, pour moi, on n'a pas à pinailler sur cela. Il est évident que la CEMA est en position de force. Mais le simple fait que le gouverneur puisse aller, il n'est pas sûr de tout le monde qu'il a logé chez l'AMIN local, qu'il a été... Ce n'est même pas ce qui est important. Déjà, il y a une reconstruction des mentalités à faire au niveau de Kidal, où pendant 3, 4, 5, 6 ans, on a dit aux populations, on ne fait plus partie du Mali. Donc, moi, j'ai été à Kidal et chaque fois, la première chose que vous voyez quand vous venez, vous disent retourner au Mali. Donc, si il y a déjà une autorité malienne qui vient, la symbolique est très importante. Et d'ailleurs, si vous avez suivi la conférence de presse que la CEMA a animée à Bamako, ils l'ont dit. Il faut que ça soit graduel. Graduel en ce sens que d'abord l'autorité administrative vient, après c'est les militaires, ensuite même les gens de la plateforme. Donc pour moi, ils font une ouverture, mais quand on parle des réalités, oui, aujourd'hui la CEMA est aux mains, disons, Kidal est aux mains de la CEMA, c'est une donne avec laquelle on est obligé de faire et de composer. Mais le simple fait qu'ils permettent à ce que le gouverneur puisse aller et apporter aux aspects positifs et aux avancées qu'on peut noter dans le processus de paix au Mali. Alors cette fois-ci, êtes-vous optimiste par rapport au retour de l'administration à Kidal? Non, je ne peux pas être optimiste parce que pour moi, ça va être assez béat de l'être aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de facteurs à prendre en compte. Je l'ai dit, la CEMA lâche du lest parce qu'elle ne peut pas se permettre d'avoir plusieurs fers au feu. Elle a des problèmes financiers. Serge disait tout de suite, elle est tenue par le fait qu'elle manque de projets politiques pour la zone et n'ayant pas les sous déjà pour entretenir les troupes, ensuite pour permettre le développement, elle a besoin de l'État. Et ensuite, si vous ajoutez à cela tout ce qui se passe comme accusation, elle est obligée d'ouvrir quelque part. Mais encore une fois, le tout revient à l'État. Il faut que l'État soit capable de comprendre que le moment est bon pour avancer et avancer vite. À ce niveau, personne ne peut jurer à sa place. Mais en tout cas, on a des circonstances favorables poussant plus à l'optimisme qu'il y a quelques jours même. Badou Escobar, il y a une trêve de 15 jours qui a été signée par la CEMA et la plateforme pour la cessation des hostilités. Pourquoi se limiter à signer vu que les deux groupes sont signataires de l'accord de paix, pourquoi ne pas signer un cessez-le-feu pour pouvoir mettre en œuvre cet accord? Pourquoi 15 jours seulement? Non, je pense que les 15 jours, c'est pour permettre aux deux parties, n'est-ce pas, d'échanger, de pouvoir se comprendre. Parce que hier, ou je ne sais pas, avant-hier, quand Ibrahim Ould Sidati et l'autre, le maître Harouna Touré, signé l'accord, ils étaient tous souriants. Donc, ils ont tous dit que vraiment, ils veulent aller dans le sens de la paix. Il faut que la paix revienne. Ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est que la CEMA aussi, apparemment, le dieu de la guerre est en train d'abandonner la CEMA, puisqu'il y a beaucoup d'accusations en ce qui concerne surtout la zone de Kidal, parce que récemment, la MINUSMA a fait des révélations pour dire que des charniers ont été retrouvés. C'est vrai, le cas des enfants soldats, c'est une réalité, parce que les groupes armés ont libéré des enfants soldats, ça c'est visible. Donc le cas des charniers, ça peut réellement poser problème. Donc il y a tous ces facteurs et il n'y a pas longtemps, Ahmed Boutaj, qui est le chef de file de la médiation internationale, est sorti, n'est-ce pas, de sa réserve pour dire clairement que c'est la CEMA qui est en train de compromettre le processus de paix. Donc, face à toutes ces accusations, je pense que la CEMA est en train de comprendre qu'elle n'a d'autre choix, n'est-ce pas, que d'aller vers la paix. Et
Et cette situation arrange l'État, comme l'a dit Alexis, cette situation arrange l'État. C'est à l'État de savoir saisir cette opportunité, n'est-ce pas, pour faire bouger les choses, pour faire évoluer les choses. Est-ce qu'il peut le saisir? L'État peut saisir cette opportunité parce que la sécurité de la zone revient, c'est le rôle régalien de l'État, n'est-ce pas, de sécuriser la zone. Au tout début du débat, je disais que l'État entend investir 2,60 milliards pour rétablir l'eau et l'électricité. Ça veut dire qu'en matière d'infrastructure, tout passe par l'État. La CEMA a beau crier, la CEMA a beau hurler, la CEMA ne peut pas gérer les infrastructures de la ville de Kidal. Sur le plan économique, la CEMA ne fait pas le poids. La CEMA même est en train de chercher, parce qu'en toute honnêteté, même les attaques récentes qui ont eu lieu, n'est-ce pas, le nom de la CEMA a été cité. Apparemment, certains combattants de la CEMA même se livrent à des pratiques de razzia pour pouvoir survivre. Alors, Alexis, 2 ans après la signature de l'accord, qu'est-ce qui empêche les 2 groupes armés de déposer les armes aujourd'hui? Il y a une chose. Vous voyez, avec la mise en place du mécanisme opérationnel, avec la composition des autorités intérimaires, il y a une recomposition sociale qui se dessine à Kidal. Les 2 camps ont compris. Il y a un problème social, ethnique, sous-jacent au départ, mais qui constitue le goulot d'étranglement aujourd'hui, dont personne ne veut parler parce que tout le monde est gêné par la question, mais qui est le point fondamental. Vous avez des clans dominants, des clans dominés, des dominés qui se pensent majoritaires, qui veulent profiter pour faire des bouleversements sociaux. Donc, je pense que les gens des 2 camps ont fait cette analyse et personne ne veut être en retrait de Kidal. C'est pour cela que Kidal est un enjeu fort. C'est pour ça que la signature du cessez-le-feu ne prospérera que quand il y aura vraiment des discussions sérieuses pour que chacun puisse trouver sa place dans la recomposition qui se dessine à Kidal. Mais si c'est juste un cessez-le-feu pour qu'on garde le statu quo ante, ça ne marchera pas. Donc vous pensez que cette trêve de 15 jours ne sera pas respectée? Si, ça peut l'être, mais en même temps qu'il y a la trêve, il faut que les discussions continuent sur quelle place on fera aux uns aux autres dans le monde, quelle place on fera aux uns aux autres dans la composition des autorités intérimaires, et ainsi de suite. Tout dépend de cela. Mais est-ce que le processus de mise en œuvre de cet accord de paix prévoit de toucher le problème fondamental? Sinon, je pense qu'on risque de retourner en arrière. Justement, j'ai dit, a priori non, parce que ce n'est vraiment pas défini dans le cahier de charge. C'est ce que je dis, c'est des questions qui ne sont pas prises en charge, mais qui se révèlent être fondamentales et être le goulot d'étranglement à la limite. Donc, oui, on ne doit pas avoir un fétichisme des documents pour ne pas aller au-delà des cahiers de charge, mais il faut vraiment régler cet aspect-là. Badou Escoba, pourquoi les groupes armés n'arrivent pas à déposer les armes selon vous? Les groupes armés n'arrivent pas à déposer les armes parce qu'au sein de la plateforme, il y a le Gatia. Tout le monde sait que le Gatia, ça c'est les immigrants. Ça c'est un peu le général Agamou. De l'autre côté, il y a les Ivogas. Ça c'est pratiquement la CEMA, même s'il y a une composante arabe. Donc il y a cet aspect, n'est-ce pas, aussi qu'il faudrait voir, qu'il faudrait revoir. Parce que tant que le problème ethnique n'est pas résolu, donc la paix ne sera pas à portée de main. Et ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est qu'il y a l'enfer qui est toujours là-bas, Yad. Donc est-ce que la signature de tous ces accords sans Yad, est-ce que ça ne va pas poser d'autres problèmes? Et l'autre aspect que j'aimerais ajouter, si toutefois des fosses communes ont été découvertes, n'est-ce pas, les fosses communes ont été découvertes dans des zones où l'armée régulière n'est pas présente. Maintenant, pourquoi dès maintenant, la MINUSMA, Barkhane ne prennent pas leurs responsabilités pour qu'on puisse situer les responsabilités, n'est-ce pas, qui est derrière ces fosses communes, etc., etc. Parce que récemment, on nous a dit, le ministre de la Défense a dit
que les Nations Unies, en accord avec le gouvernement de la République du Mali, ont mis en place 2 mécanismes. Et le premier mécanisme, n'est-ce pas, pour savoir qui est en train de violer les cessez-le-feu. Le deuxième mécanisme, pour savoir les cas de violation de droits de l'homme. Donc, ces responsabilités reviennent à la France et à la MINUSMA, parce que l'armée n'est pas présente dans cette zone. Et je crois que la France fera tout pour que toute la lumière soit faite sur ces accusations, puisque déjà, elle a accusé d'être derrière le génocide rwandais, parce que des experts ont dit dans le temps qu'à travers l'opération Virunga Chimère, c'est la France qui a armé les extrémistes Hutus. Je pense que la France ne va pas tomber dans un autre piège, et dans les toutes prochaines semaines, on saura réellement qui est derrière ces exactions qui ont entraîné, n'est-ce pas, l'existence de fausses communes. Alexis, êtes-vous d'accord avec Badou Escobar sur ces points, quand il pense que la France fera tout pour qu'elle ne soit pas accusée cette fois-ci, et que également quand il pense que la communauté internationale devrait se mobiliser pour pouvoir situer les différentes responsabilités? Non, je pense que c'est même la position de la France et de la communauté internationale qui a fait que les lignes ont bougé, en ce sens que, je le disais, tout ce qu'on supposait être soutien de la CMA ont donné de la voix pour condamner l'utilisation des enfants soldats, pour condamner les charniers, et souvent aller au-delà avec des menaces. Donc, je pense que c'est ce qui a fait que la situation se soit vite décantée. Je pense que ça ne s'arrêtera pas là. C'est vrai que, comme disent quand il dit qu'une enquête est en cours pour savoir qui est-ce qui a violé le cessez-le-feu, est-ce qu'aujourd'hui, en toute sincérité, on ne sait pas qui viole le cessez-le-feu? Mais non, on sait, mais ça ne va pas aller au-delà de cet aspect. Si, enfin, s'ils l'ont compris, si la CEMA joue le jeu, je pense que on ne dépassera pas l'aspect menace, on n'ira pas au-delà. Bien entendu, ils l'ont compris, ils sont allés dans ce sens. Peut-être que, comme diraient les Bambara, c'est une sorte de jeu de sorcier. Chacun sait qu'est-ce qu'on fait la nuit, et le jour, on tient notre langage. Je pense qu'à ce niveau, oui, tant qu'il y a cette épée de Damoclès qui va pendre, on pourra aller rapidement au-delà de nos attentes. Donc vous pensez qu'il n'y aura pas de sanctions? Non, non, Badou, à ce niveau, non. Est-ce votre avis aussi? Moi, pour le moment, je dirais qu'il n'y aura pas de sanctions, mais à long terme, il risque d'avoir des sanctions. Absolument, il faut qu'il y ait des sanctions, parce que si réellement il est avéré qu'il y a des charniers, il faut qu'on sache qui sont les coupables et situer les responsabilités pour que de tels actes ne se reproduisent pas. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les auteurs de l'attaque d'Aguelok coulent des jours tranquilles dans nos hôtels. Donc vraiment, parce qu'il y a eu le procès de l'autre à la CP, Alpha Al-Mahdi. Je pense que ça c'est insignifiant par rapport à tout ce qui s'est passé dans le Nord et par rapport à ce qui est en train de se passer. Je pense que les auteurs, s'il est réellement avéré qu'il y a des cas, des charniers se trouvent dans la zone de Kidal, il faut que les responsabilités soient situées et que les coupables soient sanctionnés. Alors, est-ce que dans les prochains jours, les Maliens verront un Mali plus stable, avec une paix durable, ou ils vont devoir attendre encore beaucoup longtemps? Non, je pense que il y a des beaux jours pour le processus de paix, parce que toutes les parties, n'est-ce pas, sont unanimes qu'il faut aller à la paix. Du côté du pouvoir, je crois que tout a été mis en place. Que le pouvoir a respecté sa part du contrat, le MOC a été installé, les autorités intérimaires ont été mises en place. Et je pense que la responsabilité revient maintenant aux groupes armés. Et l'État est même en train de faire le médiateur, parce que récemment, le pouvoir de Bamako a dépêché le patriarche Amenyang et puis l'imam Mamoudou Duko, n'est-ce pas, pour aller prendre langue avec les groupes armés pour qu'ils acceptent vraiment de cesser les hostilités. Donc ça veut dire que l'État est de bonne foi, l'État a la volonté d'aller à la paix. Et le président de la République, El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, l'a dit haut et fort, n'est-ce pas, pour la paix, il est prêt à tout
puisque la paix n'a pas de prix. Oui, des mots. Alors, oui, mais est-ce que le chemin est toujours long? Le chemin est encore très long parce que, oui, on peut aller vite avec la CMA et la plateforme, mais on a au centre une menace insidieuse, pratiquement sans visage aujourd'hui. On parle de Koufa, mais à côté, il y a d'autres petits groupes terroristes qui prolifèrent, plus ou moins en intelligence avec IAD, mais en tout état de cause, puisque l'option jusque-là demeure de ne pas parler avec IAD, puisque jusque-là, on n'a pas pu militairement vaincre IAD, puisque à ce jour, on n'a pas pu déterminer les sanctuaires de ces gens et qu'ils continuent à être virulents sur le terrain. Je pense que on a encore à vivre des périodes d'insécurité. Je touche du bois, mais je pense que oui, si on règle cette question, ça nous permettrait de faire peut-être plus facilement face à un seul problème. Comment pourrait-on régler cette question selon vous? Est-ce que c'est les négociations? Est-ce que c'est... Forcément, si vous voyez l'Algérie à côté, l'Algérie a connu ce qu'ils ont appelé la décennie noire. C'est-à-dire, pendant une décennie, vous avez le GSPC qui a fait attentat, finalement, on a négocié. On a amnistié pratiquement tout le monde et puis on a réglé de cette façon. Tout ne peut pas être militaire. Il y a des moments quand on ne peut pas vaincre par les armes, on négocie. Dans tous les cas, même quand on utilise les armes, on termine toujours autour d'une table de négociation. Donc si on peut faire l'économie de l'étape militaire, c'est des vies qu'on va sauver. Donc je pense que si c'est possible de retrouver ces gens et de discuter avec eux, si c'est des Maliens, c'est possible qu'on s'entende. Alors, vous écoutez le Forum de la presse et vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter ou sur nos répondeurs à travers ces deux numéros 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Alors, maintenant, parlons de la grève du syndicat national des assurances banques et établissements financiers qui a duré 3 jours. Le travail a repris cette semaine, mais le syndicat menace encore jusqu'après la fête, leurs revendications ne sont pas satisfaites. Ils vont entamer une nouvelle grève. Et ces revendications, il s'agit de la réintégration du secrétaire général du syndicat NSIA Mali et également de la démission du directeur d'NSIA et de son adjointe. Alors vous, Badou Escoba, que pensez-vous de cet arrêt de travail observé par le syndicat? Moi, je pense que le syndicat est dans son bon droit d'arrêter le travail parce qu'on ne peut pas licencier arbitrairement quelqu'un parce qu'il est syndicaliste, parce qu'il revendique des droits. Vous savez, le NSIA se trouve sur notre territoire, en République du Mali. Et les syndicalistes de NSIA, naturellement, font partie de la grande famille du syndicat des banques et des assurances. Donc, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il a été licencié arbitrairement? Bon, d'après ce que j'ai appris, d'après les informations que j'ai apprises, il a été licencié arbitrairement parce que c'est suite à une revendication. Bon, c'est un dossier que je ne maîtrise pas tellement. À mon humble avis, je pense que c'est ça. Et si réellement c'est ça, donc le licencié, vraiment, c'est une faute grave de la part de NSIA parce que nous sommes dans un monde moderne. Et un travail a des droits et des devoirs. Donc vous ne pouvez pas vous lever en plein jour, n'est-ce pas, licencier quelqu'un parce qu'il revendique des droits. Je crois qu'on a franchi cette étape. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge, donc nous sommes dans un monde contemporain aujourd'hui. Et je pense que l'autre jour, j'ai un tout petit peu échangé avec le directeur général de la BMS, M. Babaliba. Il m'a dit qu'effectivement, les négociations sont en cours. Ils sont en train de tout mettre en œuvre, n'est-ce pas, pour pouvoir décanter la situation, pour que le travail puisse reprendre rapidement, parce que nous sommes à la veille de la Tabaski. Donc, si réellement il y a une crise au niveau des banques, ça va beaucoup affecter surtout les fonctionnaires. Alors, au niveau de la population, si certains sont d'accord qu'ils doivent aller en grève, d'autres pensent que le moment n'était pas opportun, que le moment est mal choisi. Qu'en pensez-vous, Alexis?
Maintenant, le choix du moment, disons, revient vraiment au syndicat. Et naturellement, quand un syndicat revendique, c'est le moment où ça peut faire le plus mal qu'on choisit. Donc, le moment, ça dépend du bord auquel on se situe. Donc, oui, au moment où les gens ont le plus besoin de leur service, ils vont en grève, c'est en ce moment que ça a plus d'écho. Mais je pense que c'est d'abord une faiblesse de l'État. En ce sens que le droit syndical est très clair. Je peux licencier quand je veux un agent en respectant des conditions. Donc peut-être que ces conditions n'ont pas été respectées. Si on écoute disons les syndicats et j'ai beaucoup échangé avec des travailleurs de NCA qui ont énormément de griefs. Oui, c'est une société malienne, en tout cas une filiale malienne installée au Mali, donc régie par des lois maliennes. Si elle va à l'encontre de ce qui est établi, on ne peut que pointer du doigt l'État malien. Mais en tout état de cause, le moment de la grève et les conditions, c'est incombe aux syndicats. Et personne ne peut en dire plus. On a vu les médecins faire pire que ça. Alors, le dossier semble fou parce que jusqu'à présent, on n'arrive pas à dire clairement s'il s'agit d'un licenciement arbitraire ou pas. Alors, est-ce que l'État s'est réellement saisi de ce dossier pour pouvoir le résoudre? Selon mes informations, pas avant la grève, sérieusement. Parce que pour moi, si l'État s'était impliqué, je le disais tout de suite, personne ne peut empêcher un patron de se défaire de son agent, mais il y a des conditions à remplir. Oui, pendant longtemps, les travailleurs de cette société ont décrié l'atmosphère de travail, les conditions, tout ça, c'est autre chose. Mais si on arrive à cette extrémité, ça veut dire que quelque part les lois du travail n'ont pas été respectées. Je pense que le débat est plus à ce niveau-là. Vous pouvez chasser votre agent comme vous voulez, mais vous respectez ses droits. Alors, Badou Escobar, est-ce que ce sont les syndicalistes qui doivent faire de telle sorte de ne pas observer les grèves à ces périodes, ou c'est l'État qui doit mettre les dispositions nécessaires en place pour que ces genres de situations ne se produisent pas au détriment du Comme l'a dit mon aîné, donc c'est l'État qui a failli, parce qu'il me semble que tout est parti de l'inspection du travail. Parce que quand NTIA a saisi l'inspection du travail, donc le monsieur en question a été tout simplement licencié comme si c'était un frondeur, un fauteur de troubles. On ne licencie pas quelqu'un comme ça, surtout un syndicaliste qui revendique des droits. Et les droits qu'il revendique, c'était au nom des travailleurs de NTIA. Donc je pense qu'on ne devrait pas atteindre ce niveau. La crise ne devrait pas perdurer jusqu'à ce niveau si l'État s'était vite saisi du dossier. Surtout que les journaux en ont parlé. Dès le départ, les journaux en ont parlé. Donc, à partir du moment où la presse en a parlé, n'est-ce pas, l'État devrait vraiment prendre ses responsabilités après les uns et les autres et les placer devant leurs responsabilités. Les banques, les assurances, leurs syndicats sont dans leur bon droit de grève parce que le trou peut arriver à un autre, au cadre d'une autre banque ou bien d'une autre assurance. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est ce que les uns et les autres ont compris. Je pense que les uns et les autres feront preuve de sagesse et l'État va prendre ses responsabilités parce que nous sommes à la veille de la Tabaski. Et à chaque fois que un problème est résolu, on crée une autre situation. La semaine dernière, c'était le problème de révision conditionnelle. Aujourd'hui, ce sont les banques qui sont en grève. Nous sommes à la veille de la Tabaski. Je pense que les uns et les autres n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Nous sommes dans un pays musulman, nous sommes dans un pays chrétien. Je pense que les uns et les autres, n'est-ce pas, feront preuve de sagesse pour que la situation soit décantée. Est-ce que l'État pourra résoudre cette question avant la fin de la fête pour ne pas que ces syndicalistes repartent en grève comme ils l'ont dit? Mais l'État est toujours fort. Quand l'État n'a pas les moyens, l'État se donne les moyens. Donc, l'État, si l'État veut, à l'heure où je vous parle, la situation sera décantée. Donc, vous pensez que c'est une question de volonté? C'est une question de volonté, surtout de la part de l'État. Vous partagez cet avis? Oui, parce que c'est simple. C'est dit, quelqu'un se plaint parce que ses droits n'ont pas été respectés. C'est tout. L'État peut contraindre n'importe qui à respecter la loi. Je pense que le débat est uniquement à ce niveau. Encore une fois, personne ne peut contraindre une société
à garder un agent qu'il ne veut plus. Mais en se débarrassant, vous respectez les conditions de licenciement. Donc je pense que si le débat perdure, c'est parce que ces conditions n'ont pas été remplies. Et l'État est régalien, il a les moyens de faire en sorte que les conditions soient remplies. Alors parlons maintenant de CPI de justice. La CPI a annoncé qu'elle n'exclut pas d'autres poursuites au Mali après le procès de Ahmad Al-Faki. Alors monsieur Alexis Kalambri, qui pourrait être devant la CPI dans les prochains jours? Non, je pense que même avant Al-Faki, il fallait qu'on parle comme Badou disait tout de suite, des exactions qu'il a eu lieu à Aguelok. Je pense que ça, c'est ce qui prime, qui a été documenté, qui est suffisamment renseigné. Aguelok ne peut pas être passé par perte et profit. Ça, c'est le premier dossier que la CPI doit instruire. Et si elle veut vraiment garder son crédit au Mali, il faut que nous ayons un procès CPI sur Aguelok parce que c'est inhumain ce qui s'est passé là. Mais bien entendu, on a d'autres cas de destruction de biens culturels, on a d'autres cas de massacre, on a les derniers cas de charniers, même tout à l'heure Cicère disait que c'est 8, mais c'est 8 de trop. Donc je pense que oui, les sujets ne manquent pas, il y en a qui peuvent être réglés localement, mais encore une fois, il faut que, en tout cas, la CPI se saisisse de Aguelok. Badou Escobar, est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres poursuites? Je pense qu'il y aura d'autres poursuites, même si c'est dans 10 ans ou 20 ans, parce que le cas de Aguelok est là, et il y a d'autres cas. Et moi, Almadi Al-Faki n'est qu'un petit poisson par rapport aux autres leaders, par rapport à certains leaders des groupes armés, et par rapport à Yad Agali. N'est-ce pas? Tout le monde sait que Yad Agali a été un grand meneur pendant l'occupation parce qu'il a dirigé le mouvement en Sardine. Jusqu'à preuve du contraire, on n'arrive pas à mettre la main dessus lui. Moi, je pense que si on arrive à capturer Yad Agali, à l'amener devant la CPI, si on arrive à mettre la main sur Amadou Koufa aussi, n'est-ce pas? Ça va accélérer les choses et ça va pousser d'autres desperados vraiment à avoir peur et à entreprendre, n'est-ce pas, une quelconque exaction. Parce que ce qui s'est passé au nord est très grave. Il y a eu des cas de viol, il y a eu des cas de flagellation. Donc c'est des actes qui ne peuvent pas être passés sous silence. Par exemple, il y a eu un procès l'autre jour à Bamako où le commissaire islamique de Tombouctou a été condamné Mahamar a été condamné à une peine de prison de 10 ans. Il y a un autre cas aussi, par exemple, Sanda Ould-Boumama. Tout le monde sait que Sanda Ould-Boumama a été un grand meneur à Tombouctou, mais il est en Mauritanie, il coule des jours tranquilles là-bas. Moi, je pense que c'est des indices. Par rapport au procès Sanogo également, il y a les victimes qui sont pressées par rapport à cette question. Est-ce que ce dossier devrait être transféré à la CPI? Je ne pense pas si ce dossier doit être transféré à la CPI. Bon, je ne suis pas juriste, je ne suis pas constitutionnaliste. Je sais que je suis certain, le cas du Nord est encore plus grave. C'est-à-dire ce qui s'est passé au Nord est encore plus grave. Je pense qu'on doit surtout nous appesantir sur ça. Pour le cas d'Amadou Aya, je crois que le problème peut être géré au niveau des juridictions maliennes. Mais pour ce qui est des cas des cas d'exécution qui ont été perpétrés au Nord, vraiment, ça doit aller à la CPI. Comme le cas du Kenya. Quand il y a eu les massacres lors des élections de 2008-2009, n'est-ce pas, Uhuru Kenyatta et son adjoint William Otto, n'est-ce pas, ont été répondre de leurs actes devant la CPI, même si après ils ont été relâchés. Monsieur Kalambri, le procès à quoi peut-on s'attendre par rapport au procès de Amadou Aya Sanogo? Je pense que difficilement ça se fera parce que ce qu'on a vu comme procès Aya Sanogo, c'était un procès civil, c'est-à-dire les parents des bérets rouges qui ont porté plainte, c'est l'affaire qui a été instruite. Donc oui, peut-être que ça va connaître son épilogue, mais l'affaire Aya Sanogo
se présentent comme des jouets gigognes. Quand vous en ouvrez, vous trouverez un autre dedans. Ça va être difficile à démêler en 4-5 ans, sauf à aller à un procès bâclé. Mais oui, par rapport à l'affaire des Bérets Rouges, qui est un procès civil, c'est là on pourrait le faire rapidement et passer aux autres, mais ça va prendre du temps pour instruire ça. Merci beaucoup, et c'est ce qui met fin à cette émission. À la réalisation, Moumine Sendebou, mise en onde Salim Diouara, la régie vidéo Peting Diara, présentation Mohamedou Touré, nos invités Serge Daniel, journaliste, Alexis Calambri des Échos et Badou Escoba, le Carrefour. Nous nous retrouverons demain pour un prochain numéro. Merci. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.